love, exciting and new. Come aboard. Ah, on aurait presque envie de partir en vacances avec elle. No fucking way. Le 7 mai prochain, nous allons glisser notre enveloppe dans l'urne qui va sceller le destin de la France pour ces 5 prochaines années. Mais notre choix final se basera-t-il uniquement sur une réflexion purement rationnelle, des arguments logiques ? Rien n'est moins sûr. Personne n'aime se dire qu'il est influencé par la publicité et le marketing, et encore moins lorsqu'il s'agit de politique. Et pourtant, dans ce domaine, l'image et la forme ont clairement pris le pas sur les idées et le fond. C'est pourquoi les candidats à la présidentielle n'hésitent pas à tout miser sur le marketing et la communication. Big data, analyse de marché, segmentation, les outils ne manquent pas. Mais si ces outils se sont perfectionnés avec le temps, la volonté de convaincre par l'image, elle, ne date pas d'hier. Souvenez-vous du fameux débat de 1960 entre John Kennedy et Richard Nixon. On y voit pour la première fois à la télévision le jeune et dynamique Kennedy face à un Nixon aux traits tirés et au visage moite. Élu président des États-Unis quelques semaines plus tard, John Kennedy a ainsi été considéré par les téléspectateurs comme grand vainqueur de ce débat, là où les personnes ayant suivi le débat à la radio ont estimé que Nixon s'en sortait le mieux. Comme quoi, le swag et la prestance ont le pouvoir de tout changer. Tu as le pouvoir! Enfile tes gants, allume la mèche et tu seras gagnant. Ce débat et l'image qu'il a véhiculée des deux candidats a eu un impact énorme sur les élections. Le problème est qu'aujourd'hui, le marketing politique a pris une telle place dans la campagne présidentielle qu'il altère et pervertit l'essence même de la démocratie. Alors comment être sûr que nous ne sommes pas totalement manipulés ? S'il paraît impossible de ne pas subir la moindre influence, nous pouvons tout de même nous prémunir contre certaines formes de manipulation. Et pour cela, rien de tel que de revenir quelques siècles en arrière pour comprendre quels ressorts étaient utilisés et comment nous en sommes arrivés là. Le déploiement des techniques marketing en politique est intimement lié à la notion de politique spectacle. C'est dans la seconde moitié du XXe siècle que l'on entend pour la première fois parler de politique spectacle. En effet, avec l'avènement de la télévision, mais aussi et surtout d'Internet, les hommes politiques connaissent une surmédiatisation sans précédent. Encensés un jour pour être désavoués le lendemain, ils doivent donc travailler chaque aspect de leur communication pour espérer passer entre les mailles du filet. Mais ce phénomène de surexposition est-il réellement nouveau ? Car au fond, si l'on fait un petit flashback, on s'aperçoit très vite que cette notion de spectacle et de représentation permanente est indissociable du pouvoir. Certes, les souverains des siècles qui nous ont précédés n'ont pas connu la surmédiatisation qu'offrent nos charmants médias. Toutefois, certains d'entre eux étaient presque aussi scrutés que des vedettes de télé-réalité. En France, ce phénomène s'accroît notamment à partir du XVIe siècle avec le développement d'un véritable microcosme autour de la personne du roi. Inspiré du modèle de la Renaissance italienne, la cour s'immisce alors progressivement dans le quotidien des monarques, affaiblissant la frontière entre vie privée et publique. Résultat des courses, le roi entre dans la peau d'un personnage qu'il construit de toutes pièces. Et pour apporter de la crédibilité et de l'allure à son personnage, le monarque n'hésite pas à user d'artifice. Car contrairement à notre époque, la suprématie du souverain passe par le faste qui l'entoure. De François Ier à Napoléon III en passant par Louis XIV, on s'aperçoit ainsi que la démonstration ostentatoire de richesse constitue le socle du pouvoir, l'abondance du souverain étant le signe de la bonne santé du royaume. Le roi ou empereur affirme également sa puissance grâce à de somptueuses fêtes et réceptions, mais également à travers les arts décoratifs, l'architecture ou encore l'art du portrait. Cette approche ostentatoire du pouvoir va totalement à l'encontre de notre manière d'appréhender la politique aujourd'hui. Il suffit de comparer ces deux représentations pour s'en rendre compte. Ici, les accessoires très bling-bling et la posture hiératique de Napoléon contrastent en tout point avec le décor sans fioriture et l'attitude volontairement sobre mais décontractée de Marine Le Pen. Toutefois, ces deux images affichent la même volonté de s'inscrire dans la lignée des souverains et chefs d'État qui les ont précédés. D'un côté, Napoléon s'entoure du sceptre de Charlemagne et de la main de justice utilisée dès le XIIIe siècle lors de sacres ou de grandes cérémonies. De cette façon, il se place en digne héritier et légitime son statut d'empereur. De son côté, Marine Le Pen choisit délibérément
délibérément de poser devant une bibliothèque. Clin d'œil direct à l'Élysée et aux photographies officielles des différents présidents de la Ve République. Mais là où Napoléon est dans l'affirmation d'un pouvoir déjà acquis, Marine Le Pen reste dans la projection d'un statut qui n'est pas encore le sien. Si l'image de marque est devenue si importante aujourd'hui, c'est donc directement lié au fait que le président est élu au suffrage universel direct. Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Là où le monarque et l'empereur imposent leur vision au peuple, le candidat à la présidentielle s'y soumet. Du moins, c'est ce qu'il tente de faire croire. Cette inversion du rapport de force explique pourquoi la politique est aujourd'hui appréhendée avec empathie. On est désormais persuadé que pour être élu, il faut faire étalage de son humanité, se placer au même niveau que l'électeur, partager les mêmes centres d'intérêt que lui. Comme en attestent des émissions telles qu'Une ambition intime présentée par Karine Le Marchand sur M6 ou encore l'utilisation de Snapchat par certains candidats. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un pépli de noir sur mes yeux. En somme, il faut être plus normal que la normalité. Je suis ce que je suis. C'est-à-dire simple. D'où ce rapport ambigu à la richesse. Tout le monde sait pertinemment que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont un patrimoine conséquent. Et pourtant, ils ne doivent jamais y faire référence, sous peine d'être vivement critiqués par l'opinion publique. Dernier exemple en date, la fameuse soirée d'Emmanuel Macron à la Rotonde qui a fait couler beaucoup d'encre. De son côté, Marine Le Pen est à la tête d'un héritage qu'elle se garde bien de dévoiler. Désormais, l'affirmation du pouvoir ne rime plus avec richesse, mais sobriété. Nous sommes donc en quelque sorte passé d'une propagande de riche à un marketing du pauvre. Ce qui explique pourquoi on parle de désacralisation de la fonction présidentielle. Et c'est là tout le paradoxe de notre époque. Pour se faire élire, il faut à la fois être normal et proche du peuple, tout en incarnant la figure de l'homme providentiel. Aujourd'hui, on attend des politiques qu'ils trouvent la solution miracle à tous nos problèmes. Le changement reste possible. Je ne vous le promets pas comme l'ont fait les autres avant moi sans y croire. Cette République nouvelle que je veux avec vous construire, cet esprit de renaissance. En formulant des promesses qu'ils ne pourront pas tenir, les candidats à la présidentielle cherchent à persuader leur auditoire qu'ils sont les seules et uniques personnes à pouvoir sortir le pays de la crise qu'il traverse. L'objectif de cette stratégie étant d'être assimilé au mythe de l'homme providentiel, c'est-à-dire être perçu comme une sorte de sauveur capable de délivrer la France de tous ses maux. Et pour pousser la stratégie encore plus loin, les candidats n'hésitent pas à multiplier les références au général de Gaulle, homme providentiel par excellence. Je fais miennes les paroles du général de Gaulle qui appelait à l'espoir et prophétisait la victoire. En avant pour l'avenir qui séchera notre sang et nos larmes. Mais de Gaulle est loin d'être le premier à être perçu en tant que tel. Là encore, il est nécessaire de faire un petit bond dans le temps pour comprendre l'origine du terme. Le mythe de l'homme providentiel serait ainsi lié à la monarchie et plus précisément à la figure du roi. En effet, ce dernier n'est pas choisi par le peuple, ce qui le soumet aux lois de la providence. C'est-à-dire à une force supérieure, voire à une volonté divine qui l'érige en tant que roi. C'est pour cette raison que l'on parle de monarchie de droit divin, car l'on considère que le pouvoir émane directement de Dieu. On retrouve également cette référence au monde divin sous le Premier Empire, et notamment à travers le portrait de Napoléon, empereur lui aussi considéré par l'histoire comme homme providentiel. Ici, le sceptre et la main de justice sont pointés vers le ciel comme pour rappeler que le pouvoir de l'empereur vient d'en haut. Par ailleurs, le pied de Napoléon, considéré comme beaucoup trop sacré pour fouler le sol humain, repose sur un épais coussin marquant la distinction entre monde terrestre et céleste. Le tout soutenu par un aigle impérial aux ailes déployées, prêt à amener l'empereur vers les plus hautes sphères. On comprend donc que la notion d'homme providentiel est dotée d'une forte connotation religieuse, ce qui une fois de plus souligne les contradictions de la société française. Beaucoup critiquent la politique mais oublient d'aller voter. Comment une république qui se dit laïque peut-elle envisager d'avoir à sa tête un candidat dont la légitimité proviendrait de forces divines? La réponse est à chercher du côté du processus de désacralisation du pouvoir. À force de perdre en crédibilité, les hommes politiques n'ont plus la dimension sacrée, le caractère héroïque de l'homme providentiel. Ce qui explique pourquoi les électeurs ressentent une sensation de vide en politique et sont en quête de sacré. Il est venu le temps des cathédrales. À l'image
l'image du Christ qui détient le pouvoir de guérison, le président de la République est censé soigner les blessures de la France. Mais ce rapport au sacré va plus loin encore, puisque l'homme politique, en plus de sauver le pays, se doit d'avoir une conduite irréprochable. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. En somme, il doit adopter la moralité d'un saint tout en menant une vie d'ascète dépourvue de plaisirs superflus. Finalement, on peut se poser la question de savoir si nos attentes en matière de politique ne sont pas trop élevées, car à force d'espérer un surhomme, on finit inévitablement par être déçu. Cette quête insatiable de l'homme providentiel permet donc de comprendre pourquoi l'électeur a tendance à se raccrocher davantage à la personnalité d'un candidat plutôt qu'à son programme. En conclusion, si la forme a pris une telle importance en politique, l'électeur en est le principal fautif, car il attend des hommes politiques un grand écart impossible à réaliser. Tiraillés entre l'homme du peuple et la figure divine, les candidats à la présidentielle n'ont d'autre choix que d'aller dans son sens. Et pour ce faire, l'utilisation d'outils marketing semble inévitable. Alors lorsque vous mettrez votre bulletin dans l'urne le 7 mai prochain, posez-vous cette simple question. Suis-je en train d'adhérer à des idées, ou bien a-t-on réussi à me vendre le produit miracle dont j'avais besoin ? C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis en commentaire et à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu bien sûr. Bonne journée à tous!